à écrire en parallèle de ma thèse sur un blog, voilà, tout ce que je pouvais voir passer sur ces questions. Donc, les blogs, c'est un peu les espaces YouTube ou Instagram de l'époque. Et une fois ma thèse soutenue, on est venu me chercher pour mes compétences à la fois sur le numérique et dans les réseaux de l'écologie. Et c'est comme ça que je me suis lancée en fait plutôt que prévu en tant que freelance. Donc j'ai travaillé pour plein de rédactions très différentes de médias très spécialisés sur ces questions, comme des rédactions plus généralistes, comme Le Monde, Le 1, l'Express. Là, en ce moment, je travaille pour l'Obs, je travaille aussi pour La Salamandre. Voilà, donc avec un esprit de freelance, de pigiste, et à chaque fois guidée par l'envie d'aller sur des sujets qui n'ont pas été forcément trop défrichés, et puis guidée par l'envie aussi de mettre ces questions à la une, parce que c'était vraiment ma question de départ quand j'étais étudiante. Pourquoi est-ce que ces sujets qui condamnent notre avenir et qui condamnent l'avenir de l'humanité sur la planète, et puis qui créent autant de bouleversements, ne font pas la une des grands médias. Et donc, voilà, en tant que journaliste et aussi en tant qu'autrice, c'est vraiment ce qui m'a guidée jusqu'à aujourd'hui. Et le sujet de l'information, du coup, était assez crucial pour moi, parce qu'en 2014, je me suis dit, mais cette question qui t'anime, comment est-ce que tu pourrais y trouver des réponses? En fait, en vrai, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'écologie dans les grands médias? Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu, si mal? Qu'est-ce qui pose problème? Et donc, j'ai commencé à enquêter là-dessus. Ça a donné naissance à un film qui s'appelle Les médias, le monde et moi, qui est sorti en mars 2019. Ensuite, je l'ai complété d'un ouvrage qui n'est pas le livre du film, mais qui donne voilà, une synthèse de 4 ans de recherche sur le sujet, de rencontres, d'interviews. Le livre, c'est Les médias, le monde et nous. C'est un gros pavé de 400 pages qui intéressera sans doute les gens qui se passionnent pour le monde de l'information et qui essaient d'offrir un panorama et de montrer que bah, pour répondre à ma question de la place de l'écologie dans les médias, il fallait décortiquer le système médiatique et faire l'écologie des médias. Ouvrir la boîte informationnelle et montrer qu'il voilà, y a plein de dysfonctionnements qui empêchent qu'on parle bien de ce sujet. Et voilà, suite à cette grosse enquête, le confinement est arrivé. On est venu me voir pour mener une autre enquête qui s'appelle l'enquête sauvage avec la salamandre et le réseau des colibris. Donc là, je me suis régalée pendant 2 ans à arpenter la France en long et en large pour essayer de comprendre notre lien aux vivants. Et suite à ça, j'ai renforcé la petite équipe d'un média qui s'appelle Vert, qui est une newsletter quotidienne sur l'écologie pendant 5 mois. Je les ai notamment accompagnés pour le traitement de la présidentielle et j'ai coordonné pour Vert un groupe de travail qui a donné naissance à la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qu'on a publié en septembre 2014. Et ce qui est assez satisfaisant, c'est que se rendre compte que cette charte a eu un bel écho. On a aujourd'hui plus de 1700 journalistes qui l'ont signée, plus de 200 organisations, que ce soit des médias, des écoles, des syndicats, des collectifs de journalistes, que ça a incité plein de médias, dont Le Monde récemment, mais avant ça, Sud-Ouest, Ouest France, France TV, Radio France, à se positionner aussi plus formellement sur ces questions. Donc, on est assez content de ça. Et voilà. Donc voilà, ce sillage-là reste assez logique, on va dire, dans tout ça. Et c'est vrai que ce travail sur le monde de l'information m'a apporté un certain nombre de réponses, m'a donné envie de m'engager plus que je ne le faisais avant. Donc j'ai plusieurs casquettes associatives. Je suis vice-présidente des journalistes pour la nature et l'écologie. Je fais partie de Informer n'est pas un délit aussi pour travailler sur les questions de concentration des médias et d'indépendance du métier de journaliste. Et plus récemment, du coup, j'ai publié ce petit ouvrage là, qui s'appelle Mieux s'informer, qui est sorti il y a un mois tout juste, toujours chez Actes Sud. Donc, c'est la collection Je passe à l'acte. Donc, c'est une collection qui est volontairement, voilà, qui se lit en 30 à 40 minutes et qui est très pratico-pratique. Et j'avais envie d'offrir ce petit frère à ce gros pavé que j'avais fait en 2019 parce que j'ai
continué depuis la publication de toute cette enquête à rencontrer nombre de personnes qui me disaient être malheureuses dans leur rapport à l'information, perdues ou stressées, angoissées. Et donc, ce n'est pas nouveau, ce symptôme, on en parle plus aujourd'hui. Il y a pas mal d'études qui sont sorties. Déjà en 2018, on commençait à en parler à l'étranger, mais là en France, il y a quelques études qui sont sorties en septembre dernier qui mettent en avant encore cette problématique qu'on appelle de fatigue informationnelle ou d'évitement informationnel. Et j'avais à cœur de dire, OK, vous avez vraiment le droit de ressentir ça. Donc ça, c'est ce que j'expliquais dans mon premier ouvrage. C'est normal de le ressentir parce qu'en effet, l'actualité n'est pas forcément joyeuse. Mais vous avez le droit aussi de ne pas subir ça. Et si la profession doit faire des efforts pour améliorer certains types de pratiques, et il y en a pas mal à améliorer, dans une relation, hein, c'est comme dans un couple, la relation de confiance, elle se bâtit à deux. Et donc, le public doit aussi pouvoir prendre sa part d'effort et reconsidérer la notion d'information comme un bien commun qui participe à la santé de nos démocraties, qui a un coût, la bonne information, il faut la produire, il faut prendre le temps de bien la créer, la façonner. Et comme on s'est accoutumé avec l'arrivée du web à la circulation de multiples informations, et notamment d'informations gratuites, ça a eu un effet aussi de laminer un peu par le bas la valeur qu'on pouvait lui accorder. Et donc, mieux s'informer, c'était dans la volonté de dresser un panorama du paysage médiatique français et de donner des astuces pour justement prendre du recul, pour scruter ce paysage médiatique de manière différente. Parce que bien souvent, on se rend compte qu'en France notamment, on parle essentiellement de la concentration des médias, qui est véritable. 80% de grands actionnaires possèdent, 80% des médias, des grands médias d'information sont possédés par des actionnaires, des milliardaires. Commencer par Vincent Bolloré, Hubert Arnault. Et ça, c'est un chiffre qui est documenté, qui est connu, qui circule énormément. Les nouveaux chiens de garde fait partie des références des enquêtes qui ont dénoncé cette concentration et ses effets délétères. Mais je pense qu'on peut aller plus loin aujourd'hui et avoir une approche un peu plus constructive de tout ça. Et comprendre qu'on peut être dans la nuance, qu'il y a des très bons journalistes dans ces médias possédés par ces milliardaires, qu'il y a des très bonnes émissions qui arrivent à exister quand même, et que dans toute la presse indépendante, il y a aussi plein de pépites à aller découvrir et que bien souvent on ne connaît pas. C'est toute une multitude de médias fabriqués par des confrères et des consoeurs dont la majorité des gens n'ont jamais entendu parler. Alors quand on rajoute à ça en plus l'émergence de multiples voix très intéressantes, hein, d'influenceurs, de professionnels amateurs qui, tantôt sur Twitch, tantôt sur TikTok, tantôt sur Instagram ou autre, créent leur propre podcast ou chaîne d'information. Ça rajoute aussi une couche de bruit médiatique dans laquelle on doit apprendre à naviguer. Quand on rajoute à ça la circulation des infox, des fake news et maintenant de l'arrivée de l'intelligence artificielle qui peut créer de toutes pièces des articles, des informations, des photos et peut-être, je pense plus tard, de la musique ou de la vidéo, ça se fait déjà. Voilà, ça rajoute au flux un ensemble d'éléments qu'il faut arriver à regarder pour ce qu'ils sont, qu'il faut arriver à débusquer, et ça justifie que le métier de journaliste qui est d'être dans le discernement, dans arriver à faire le tri entre une information exacte et une qui peut être moins exacte, voire fausse. Voilà, nous, ce sont nos outils d'arriver à faire preuve de discernement et qu'on peut du coup avoir un rôle pour éclairer le public. Et donc, moi, j'ai vraiment à cœur de dire, vu la période qu'on est en train de traverser, vu les obstacles qu'il y a face à nous et le besoin de lisibilité qu'on doit apporter au monde actuel et aux décisions publiques à prendre, la profession doit accompagner aussi ça. Et donc, je ne dissocie pas l'importance d'avoir accès à une bonne information du combat, en fait, écologiste et écologique, on peut dire les deux. Donc voilà, c'est un peu toute ma démarche. Si vous voulez aller voir sur Internet, je suis très peu PowerPoint, donc je n'ai pas préparé de slides. Je peux peut-être partager mon écran à la rigueur, mais je peux vous montrer
le paysage médiatique français qu'on a dessiné il y a 3 ans avec Natacha Bigan, qui est une graphiste avec laquelle je travaille énormément. Voilà, c'est partie des outils, par exemple, que j'ai pu développer pour essayer de donner à voir autrement ce paysage médiatique. On est en train, là, cette semaine, normalement, Natacha est en train de terminer une deuxième version de ce paysage. Mais c'est un exemple de la manière dont on peut représenter les choses différemment et du coup offrir un autre récit, parce que proposer une carte, c'est aussi proposer une autre histoire. Donc, cette carte du paysage médiatique dans le petit livre, on l'a reproduite, mais sans mettre tous les noms de médias. Je peux vous la montrer, elle est là, comme ça ici. Natacha l'a redessinée autrement. Et donc, dans la version qui arrive là, ça sera un mix entre celle-là qui est affichée à l'écran, celle qui est dans le livre, mais complétée et beaucoup plus exhaustive que celle qui est là. Pour vous la décrypter en 2 minutes, dans le fleuve qui traverse le paysage médiatique qui est sous vos yeux, on a repris la carte Acrimed et Mondiplo qui représente la concentration des médias en France. Si certains ou certaines la connaissent, c'est médias qui possèdent quoi? Et donc chaque bateau représente un actionnaire richissime, propriétaire des médias qui sont dans le sillage de ces yachts. Dans la montagne, il y a les sources d'information représentées par les agences de presse, type AFP, Reuters, ou Associated Press ou Africa Press, qui sont généralement voilà, des agences qui vont fournir les médias en dépêche. Et c'est souvent cette information-là qui est copiée-collée et qu'on retrouve partout. En quelques minutes, elles font le tour de la planète. Et l'idée de cette carte était de dire, bah voilà, ça c'est les médias mainstream que vous connaissez en majorité, mais vous avez le droit de sortir la tête de l'eau et d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de regarder les choses autrement. Donc dans le petit village au milieu, ce sont les médias de PQR et PQN, donc la presse locale. Donc chaque bâtiment est aussi représentant d'un actionnaire de presse, mais cette fois-ci donc à cette dimension plus locale. Dans les yourtes, c'est la presse locale indépendante. Le tribunal que vous voyez à côté de la montagne, c'est tout ce qui représente les supports qui permettent de faire du fact-checking, donc de la vérification d'informations et de voir où est le vrai ou le faux. La petite montgolfière, la grosse montgolfière, on a représenté dedans des médias qui permettent, si je grossis un petit peu, parce que je pense que vous avez accès à mon écran, voilà, ce sont des médias qui permettent de prendre de la hauteur sur l'information. Donc, ça va des MOOC comme Zadig, 21, Le 1, à d'autres supports voilà, comme The Conversation, Les Jours, France Culture, qui ont un traitement de l'actualité qui est souvent plus dans le recul, on va dire un peu plus froid. On n'est pas dans l'actu chaude. La loupe représente toute l'importance d'avoir du journalisme d'investigation. Donc, on a mis dedans des collectifs qui sont spécialisés dans l'investigation, des institutions qui défendent ça. Et sur le haut des montagnes, vous voyez, ce sont le nom de grandes affaires qui ont bousculé voilà, au plus haut sommet de l'État, et qui étaient liés justement à un travail d'investigation journalistique. Dans la boussole, ce sont des institutions qui permettent de garder le Nord, donc Reporters sans frontières, Acrimed, Arrêt sur image, voilà, ou des structures qui permettent de faire de l'éducation aux médias. C'est important pour nous de les représenter là de manière à montrer à quel point elles permettent justement de développer l'esprit critique, c'est quand même assez important. C'est crucial aujourd'hui de bien le développer. Et depuis les attentats de Charlie Hebdo en 2015, les activités du CLEMI, qui dépend du ministère de la Culture et qui est en charge justement de développer l'éducation aux médias et à l'information en France, a une activité qui a explosé. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas juste faire de l'éducation aux médias auprès des enfants, mais aussi beaucoup auprès des grands. Parce qu'il y a plein de gens qui sont perdus dans leur rapport à l'information aujourd'hui et qui n'ont pas eu justement accès à des outils d'éducation média. Et je pense qu'il faut juste apprendre à faire ce que les Anglais appellent la literacy. Donc, c'est vraiment apprendre à y voir clair dans ce monde de l'info. C'est pas juste apprendre à faire un média, ce qui est souvent l'apprentissage qu'on fait dans les cours d'éducation média.
Bon, le petit tas de fumier là, avec le tracteur, c'était un peu nous ce qu'on estimait avec Natacha comme de la presse nauséabonde, donc il faut un peu se méfier, souvent truffée de fake news. On l'a dit, hein, c'est une carte subjective. Hein. Donc c'était le but du jeu, c'était de proposer une vision justement qui soit assez assumée. On s'est trompé en mettant le drapeau français. Il ne sera pas dans la prochaine carte parce qu'on s'est rendu compte que on a mis les médias qui étaient plutôt à droite de l'échiquier politique et qui souvent se donnent une image très patriotique, voilà, type valeur actuelle. Donc là, on s'est dit qu'il vaudrait mieux mettre un coq ou autre chose. Donc on verra, je ne sais plus comment on l'a représenté dans ma nouvelle carte, mais c'était une petite erreur de notre part de l'avoir représenté comme ça. Et puis, ensuite, pour finir, en bas, à droite, donc, il y a cette roue du divertissement. L'idée était de dire, bah, il y a aussi des médias qui sont là pour juste rigoler et c'est OK. Il y a des gens qui ont des journées difficiles, qui le soir arrivent et se mettent devant la télé ou autre pour se divertir et se vider la tête, comme d'autres ont au contraire des journées plutôt inintéressantes et qui le soir en profitent ou à un autre moment pour se remplir la tête. Donc il n'y a jamais de jugement sur le régime informationnel des gens, mais c'était une façon de montrer aussi qu'on pouvait avoir des médias de divertissement ou de satire. Et là aussi, cette différence-là sera beaucoup plus apparente dans la prochaine carte. Les petites pousses, c'est tout ce qui est médias, jeunesse, arrosé des youtubeurs de l'époque. Il faudra, si vous avez des recommandations de youtubeurs à me faire, il ne faudra pas hésiter parce qu'on est en train de voir justement ceux qui iront le mieux dans la nouvelle carte. Parce que les youtubeurs ont une grande influence, comme les instagrammeurs et les tiktokers, sur la manière dont on s'informe justement chez les jeunes. Et puis enfin, la forêt d'alternatives et le chemin du journalisme de solution, qui sont bah, en fait moi les médias que je connais le mieux parce que c'est là où je travaille essentiellement. Mais on a pu représenter des médias situés plutôt à gauche dans l'écologie, dans les luttes, et ceux qui voilà, proposent une approche plus, on va dire, constructive de l'actualité. Et cette carte, on l'a diffusée en open source et on a été très surpris du succès qu'elle a eu avec Natacha parce qu'elle a été très, très, très reprise. Elle est très utilisée par nombre de médiateurs et médiatrices dans les classes d'éducation média. Là, j'ai encore reçu un mail ce matin. Voilà, il y a plein de gens qui me demandent à la reproduire. Et donc, avec la sortie de Mieux s'informer de la nouvelle carte, je suis aussi en train de travailler avec des bénévoles d'Un bout des médias, qui est l'association créée par Julia Crugé, à la création d'un jeu qui s'inspire un peu des fresques, mais pas tout à fait, mais pour permettre au public justement de débusquer les obstacles quand on cherche à accéder à une bonne information. C'est-à-dire quand on est un peu perdu, quand on est un peu au dépourvu, qu'on décide de ne plus s'informer, derrière il y a des risques. Et donc on a décidé de faire ce jeu pour justement permettre d'être dans une approche ludique et plus constructive de ce rapport à l'information. Donc, a priori, on va lancer une campagne de préachat de ces trois objets. Donc, le jeu, la carte et le livre, ça pourrait être du 3 en 1 qu'on va déployer. Je pense qu'on va guider ça cet après-midi, mais entre mi-juin et mi-juillet. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, ça sera aussi disponible. Mais l'idée pour nous, c'est vraiment de diffuser un autre aperçu de tout ça. Donc voilà, tout ça est lié à ce travail que je mène depuis maintenant presque 10 ans. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir un autre regard sur ce monde de la presse et que les gens commencent à en prendre soin. Ce que j'explique dans mon enquête, c'est que à l'image de Slow Food qui s'est développé dans les années 1980 de manière à rétablir un lien de confiance entre producteurs et consommateurs d'informations, et ben, on peut faire la même chose dans le monde de l'information aujourd'hui, parce que beaucoup voilà, souffrent d'infobésité, d'autres de médianorexie ou d'autres de crise de foi, c'est-à-dire qu'ils consomment de l'info, mais ils sentent bien qu'ils ne sont pas bien avec ça. Et bien, il nous faut au moins 20-30 ans, je pense, aujourd'hui, pour développer de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes par rapport à tout ça. Donc, je sens que ça bouge. Déjà, le fait qu'on ait sorti la charte, le fait qu'il y ait des associations qui aujourd'hui s'engagent pour interpeller les médias sur leur mauvais traitement de l'écologie, c'est quelque chose qui n'existait pas quand j'ai sorti mon enquête en 2019.
Et ça fait 1 an et demi maintenant que des citoyens se mobilisent, non pas pour critiquer juste les médias en leur disant tout pourri, voilà, on ne vous regarde plus, mais pour dire vous pouvez mieux faire, vous avez un rôle dans la société et on attend de vous que vous soyez plus pertinent. Et donc ça, je trouve ça assez intéressant et stimulant de voir qu'il y a ce mouvement. Et pour moi, ça participe d'une même quête. Donc voilà ce que je peux vous partager par rapport à mon petit parcours et là où j'en suis aujourd'hui, sachant que la prochaine étape serait éventuellement, comme je disais quand on parlait avec Déborah tout à l'heure, de créer mon propre média, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est créer un média. En fait, il y a tellement d'offres qui existent que moi, mon média, ça serait vraiment pour aider les gens à y voir clair dans le monde de l'information, mais aussi à s'approprier l'information. Et donc, pour faire ça, je suis en train de réfléchir à créer un média qui serait forcément local pour que journalistiquement, on puisse être accessible, j'ai envie de dire physiquement, pour faire de la rencontre de proximité et pour réancrer le public dans une forme de lien entre ce qu'ils entendent au national et ce qu'ils peuvent faire en local. Et il me semble que là, c'est un véritable défi et que les médias peuvent avoir ce rôle aujourd'hui, de faire du lien. En tout cas, moi, c'est un peu ça qui m'anime, c'est de me dire comment un média peut être utile à ce niveau-là. Je pense qu'on a toute l'information nécessaire à disposition aujourd'hui, tous les rapports scientifiques qui existent pour comprendre les enjeux du monde actuel. L'essentiel, c'est de savoir comment cette information, elle peut pousser à l'action. Et aujourd'hui, voilà, moi, je suis en train de réfléchir à tout ça, c'est comment s'appuyer sur le travail de scientifiques, d'artistes, pour hybrider les choses et inventer quelque chose d'un peu nouveau, qui ne soit même pas enfermé dans un format type. Même si je veux un peu de papier, forcément. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus parce que je suis en train de faire les sondages, les rencontres, de tisser un maillage de lieux autour de chez moi pour essayer de construire tout ça. Ok, merci beaucoup Anne-Sophie pour cette première présentation. Il y avait Déborah et Evelyne qui mettaient dans le chat des noms de médias aussi. Alors je ne sais pas s'ils sont déjà dans l'infographie, mais en tout cas, les propositions, il y avait Par Jupiter, c'est encore nous. Là-bas, j'y suis. Si j'y suis, pardon. Bon pote. Voilà. Ouais. C'était juste un Par Jupiter qui s'est transformé en C'est encore nous, mais c'est toujours la même émission qui effectivement mélange l'actualité et l'humour. Et surtout le site de Là-bas si j'y suis, c'est en fait une ex-émission de France Inter qui a duré pendant une quinzaine d'années, qui était excellente, qui était un vrai truc de journalisme d'investigation, qui est devenu un site maintenant à part entière, mais parce qu'ils sont plus voilà, ils sont plus oui, bonjour, je vous reprends tout de suite. Voilà, ils sont plus sur France Inter. Oui, je sais, je connais bien. Et puis Natacha est une fan de Par Jupiter, donc je vais vérifier qu'on n'a pas oublié. Mais c'est un énorme travail que de référencer l'ensemble des médias. Là, la carte qu'on va sortir, elle va être encore plus exhaustive. Donc voilà, on va peut-être perdre en subjectivité parce que forcément être plus exhaustif, ça veut dire que c'est aller vers des choses qu'on lit moins, mais au moins on sera plus précis. Parce que dans la première carte, il y a des médias qui n'y sont pas, typiquement les Échos, le Parisien. Le fleuve n'était pas assez grand pour tous les mettre. Donc voilà, les gens nous l'ont dit de manière très bienveillante en conseil. Donc on a essayé de tout prendre en compte, mais l'idée c'était surtout de montrer le principe de fonctionnement. Et d'ailleurs, on invite les gens à vider la carte de son contenu et à la remplir avec leur propre source d'information. Donc c'était un peu l'objet du jeu. Et justement, donc la carte, tu disais qu'elle était en open source. Donc elle est accessible sur quel site? Enfin, désolée. Je vais vous partager le lien. En fait, j'ai créé un site en lien avec toute mon enquête qui s'appelle lesmediaslemondetmoi.com. Et je vais vous mettre le lien dans le chat. Super, merci. Mais vous allez voir, ça date de 2020. Donc là, c'était temps qu'on sorte la V2. Ok. Ça sera plus en 3D en plus. Donc alors, je ne sais pas s'il y avait des premières questions. Sinon, Bon à tous, merci Anne-Sophie pour ces pages extrêmement. Alors, je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression qu'on t'entend très mal, Déborah. Oui. Tu m'entends pas je coupe la caméra là. Comment je fais C'est la bête mieux, peut-être.
Attends, là, j'essaye de couper la caméra, mais j'arrive plus à accéder à mon petit menu là. Bon, c'est pas grave, je passe la main, je poserai ma question tout à l'heure. Ok. Laurent, est-ce que tu voulais réagir ou... Oui, j'avais une question. Moi. Vous avez donné le nombre de personnes qui avaient signé la charte, mais est-ce qu'on sait combien il y a de journalistes en France et donc quelle part ça représente finalement? Oui, en fait, après, il y a à peu près 35 000 cartes de presse aujourd'hui attribuées en France, sachant que tous les journalistes n'ont pas de carte de presse. Moi, cette année, par exemple, j'en ai pas redemandé le renouvellement. J'en ai pas à l'utilité quotidienne. Et puis, comme je fais beaucoup d'enseignements, ils vont considérer que j'ai pas assez d'heures de pige. Enfin, c'est des trucs administratifs un peu long à détailler et un peu long à faire. Donc, moi, je me suis dit, bon, voilà. Et il y a des gens qui travaillent pour des médias sans être journalistes qui peuvent avoir la carte de presse. Mais grosso modo, retenez qu'il y a je dirais, il y a 35 000 journalistes en France reconnus comme tels, qui l'exercent en tant que tel. D'accord. C'est une profession Donc, difficile. on serait autour de 5%, quoi, en gros, de signataires. Quoi. Oui, alors après, on a fait signer la charte. Pour moi, ce n'était pas le plus important, mais c'était une manière de donner la possibilité aux signataires de s'engager formellement, de l'afficher, de l'imprimer, de la mettre dans leur bureau. Ça, c'était une première chose. C'était l'idée, du coup, d'en faire un sujet de conversation au sein des rédactions, de susciter un éveil et une vigilance, d'avoir un cap à tenir. Mais il y a plein de rédactions qui n'ont pas signé, mais dont des journalistes ont signé et qui ont lancé leur propre charte derrière, ce qui ajoute en fait au nombre. L'idée, c'est de créer un état. En fait, on est dans une ère du temps où ça devient difficile de ne pas traiter ce sujet. Et d'un média à l'autre, les contraintes sont très variées aussi. Donc, en fonction de... D'accord. Non, mais c'est pour avoir un ordre d'idée, de voir si c'était vraiment... C'est une super idée. Sud-Ouest, c'est 300 journalistes. J'en ai formé 30. Ils ont lancé leur charte en janvier. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça infuse. Il y a un groupe qui va avoir du temps pour bouger. Le Monde a annoncé sa charte vendredi dernier. Pourtant, c'est un des médias qui fait le plus depuis longtemps en France. On peut les critiquer pour d'autres choses, mais sur ces questions planète, environnement. Voilà. Donc, en tout cas, on insiste beaucoup sur la formation des journalistes dans cette charte. Mais c'est comme dans tous les secteurs. Toi qui fais des fresques, tu dois le voir. Tout à fait. Et quand on les a formés, ça ne suffit pas. Il faut avoir non, bien sûr, il y a la mise en action derrière. Qui pousse, qui est vigilante aussi. J'avais une deuxième question. Vous parliez effectivement de tous ces gens qui se sentent saturés d'informations ou alors qui considèrent qu'il y a tout un tas de journaux, parce qu'ils ne sont pas dans leur état d'esprit, qui font du fake news. Et puis voilà, c'est tellement facile de classer ça dans la corbeille. Mon sentiment à moi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme pour le fast-food. C'est-à-dire qu'ils se boivent toute la journée, mais finalement, pour eux, c'est normal et il n'y a pas de questions qui se posent. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup ça aussi? C'est-à-dire des gens qui ne s'interrogent même pas sur ça, sur se dire, voilà, on me sert de la soupe tous les jours, bon, ça va. Oui, il y a plein d'attitudes très différentes. En gros, il y a la Fondation Jean Jaurès en septembre, et je crois que j'ai repris les chiffres dans un des premiers dessins qu'on met avec Natacha, c'est ça, c'est ces différents rapports à l'information, vous voyez. En gros, il y en a 11% qui sont hyper informés et dans la sensation de maîtrise de ce flux d'informations. Il y en a 17% qui sont hyper connectés, mais qui ressentent de la fatigue. Donc, ils consomment ça, mais parce qu'il y a aussi des phénomènes d'addiction. Hein. Enfin, on sait que les GAFAM conçoivent aussi ce rapport à l'info. Et donc, le sentiment d'épuisement, il est logique. Il y a les distants, donc c'est 18% des gens qui sont dans la défiance et du coup regardent ça avec distance. Et puis, ceux qui sont oppressés, et là, c'est les majoritaires, 35% des gens se sentent oppressés par les flash informations, les notifications, les alertes. Voilà. Et après, derrière, il y a les inintéressés. Et là, c'est 20% du public. Donc, vous remettez le schéma, vous voyez un peu. Ils sont dans une petite bulle et ils ont vraiment pris acte de ne plus s'informer. Voilà.
Et je pense, moi, c'est ce que je disais, on peut regarder Hanouna en sachant qu'on regarde Hanouna. Et on le regarde, moi, j'ai confiance dans la capacité du public à se dire, je suis en train de regarder un AV, je sais que c'est un AV, mais ça me fait du bien, j'ai juste besoin de ça pour l'instant, je me mets sur off, je n'ai plus besoin de réfléchir. Et c'est OK. Mais derrière, il faut être aussi conscient qu'il y a une responsabilité. Et que Hanouna, avec l'ARCOM, qu'il a épinglé plein de fois pour les bêtises qu'il peut raconter à longueur de journée, là, il faut quand même commencer à se changer sur la teneur des propos et sur l'importance qu'ils prennent et surtout sur la manipulation qu'un Bolloré peut avoir sur ce type Sur l'impact. de chaîne. Donc, il faut quand même être vigilant. Et questionner ça, c'est important de jamais lâcher. Mais c'est tout le travail que font aussi les éditorialistes. Je sais pas, vous écoutez France Inter là, le matin quand ils donnent la parole à un Hugo Clément ou à il s'appelle Roquette, là, le gars de Figaro, que j'écoutais encore ce matin sur les soulèvements de la Terre et les critiques qu'il formulait, les informations qu'il Guillaume Roquette, je crois. Oui. C'est Guillaume Roquette. Ça reste des chiffres tronqués, inexacts, bon voilà. Et ça, ça devient plus compliqué de muscler son esprit critique et d'y voir clair. Surtout, voilà, j'imagine quelqu'un qui pense à droite va adhérer complètement à ses arguments, comme moi, je peux pas. Donc, il est important. Le biais de confirmation. Exactement. Donc, avoir conscience de ces biais. Et c'est ce que j'explique dans Mieux s'informer. Les biais, on en a fait une course d'obstacles. On les a représentés comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on les a représentés en disant on est tous soumis à ces biais-là. C'est important de les avoir en tête. Et une fois qu'on arrive à les surmonter au fur et à mesure, eh ben, on peut s'auto-questionner aussi dans son propre rapport à l'info. Et donc, du coup, s'efforcer à aller écouter des discours qu'on n'aurait pas écoutés forcément parce que ce n'est pas conforme à ce qu'on pense. Voilà. Et mieux s'informer, c'est vraiment dire, voilà, équipez-vous pour être conscient de ça et jouez avec ça. Et vous vous sentirez mieux et plus libre. En fait, c'est surtout ça qui est important, cette liberté de choisir en conscience et du coup de soutenir aussi en conscience ce qu'on a envie de se mettre dans la tête, quoi. Parce qu'après ça a beaucoup de conséquences et quand on regarde les chiffres des gens qui ne s'informent plus, la France n'est pas en tête. C'est un pays comme le Brésil où les gens sont tellement fatigués de l'information que vraiment ils ont coupé. Du coup, ils vont plus aller faire confiance à des informations qui passent sur les réseaux sociaux type WhatsApp. Et donc là, c'est la course à la manipulation vraiment massive. Et ça a des conséquences en termes de résultats de vote par la suite. Et on l'a vu avec Bolsonaro, il a été documenté. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je me suis emparée de ces questions en me disant, là, quand on croise les enjeux de l'écologie avec le besoin d'avoir des espaces de discussion pour assurer c'est un enjeu profond. Enfin, on doit renouveler notre démocratie et nous, là-dedans, journalistes, on a un rôle à jouer. Donc, c'est un peu ça l'enjeu pour moi aujourd'hui. Ok, merci. J'ai une question pour rebondir par rapport à ça, parce que donc là, on a beaucoup parlé donc de la formation des adultes et des médias. Et tu as évoqué tout à l'heure un petit peu la formation des plus jeunes. Mais en fait, j'ai l'impression aussi que les personnes en fait, qui sont plus informées aujourd'hui, ou en tout cas qui peuvent s'ouvrir à d'autres sources d'information, c'est aussi les personnes qui s'intéressent à ces questions-là et qui ont envie justement d'aller chercher de l'information ailleurs. Mais les personnes qui ne sont pas du tout, comme le disait Laurent, qui ne sont pas forcément sensibles à ces questions-là ou qui n'ont pas forcément connaissance de ce qui existe, elles ne vont pas trouver cette nouvelle information. Donc, est-ce que là il n'y aurait pas plutôt intérêt aussi à aller sensibiliser les lycéens ou les collégiens, avoir un vrai cours sur comment s'informer au lycée, en fait, que ça rentre dans un programme Déjà, il y a plus de cours qu'avant sur le sujet, c'est un peu ce que je disais. Le CLIMI a vraiment accéléré le nombre de formations. Et là, Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, a aussi fait des annonces il y a 1 mois et demi là-dessus, lors de la semaine de l'éducation aux médias. Donc, il y a eu toute une mission d'information. Ils ont décidé qu'il fallait mieux outiller les plus jeunes. Mais souvent, moi, je trouve que les plus jeunes que j'ai rencontrés, ils ont conscience, en fait, qu'ils s'informent plutôt sur Instagram,
qui suivent certains influenceurs, mais ils vont aller du coup vérifier derrière. La majorité, enfin, en tout cas ceux avec qui j'ai beaucoup échangé sur ces questions, sont déjà aguerris en ce sens. Je ne veux pas en faire une généralité, mais j'avoue que je suis moins inquiète pour eux que pour d'autres qui parfois peuvent tomber sur des sites un peu douteux, mais on ne voit pas tout de suite, et sont pressés de partager une info qui en fait n'est pas exacte ou même carrément fausse. Donc, moi, dans les outils que je propose, celui que j'ai pu tester le plus, c'est une carte où en fait je propose de dessiner, de faire un exercice qui s'inspire de la permaculture. Donc c'est un peu le schéma qu'on a mis ici. Donc c'est un petit schéma de permaculture informationnelle où en gros, en permaculture, on dessine, on fait le design de son jardin en fonction des zones que l'on côtoie le plus souvent. Donc voilà, là où on habite, c'est zone 0, la zone 1, on y passe tous les jours, la zone 2, une fois par semaine, zone 3, de manière voilà, plus mensuelle, etc. Et ben, je dis, sur l'information, c'est pareil. Vous avez vos habitudes voilà, dans lesquelles vous êtes bien quotidiennement, plusieurs fois par jour, puis il y a celles où vous prenez plus le temps, je sais pas, le week-end, ou quand vous avez un moment, une fois par semaine. Et quand vous dessinez ça, et que vous en faites un objet de conversation avec vos proches ou avec votre entourage, tout simplement, vous allez vous rendre compte que là, on a des schémas totalement différents et que rien que ça, c'est intéressant pour comprendre la manière dont quelqu'un vous parle. Vous pouvez aussi comprendre sa façon de penser et de réfléchir et de s'informer en fonction de son régime informationnel. Et pour moi, c'est riche de nombreuses instructions. Et du coup, je fais témoigner dans le bouquin un jeune homme qui s'appelle Loïc, qui est venu à moi parce qu'il a lu mon bouquin, il a vu le film, et lui, son caillou dans la chaussure, comme il dit, c'était se rendre compte que lors des repas avec sa famille, il n'arrivait pas à avoir de discussion sereine sur les sujets qui l'intéressaient, comme l'écologie ou le féminisme. Et il me dit, moi je suis écologiste et féministe, mais on me sort tout de suite des idées reçues, j'en peux plus. Et du coup, il a voulu creuser la manière dont s'informait sa famille. Et il s'est rendu compte que, voilà, il fait des lectures qui, du coup, n'étaient pas très ouvertes à ces sujets. Et il est parti en quête d'arriver à comprendre comment lui, il avait été façonné dans son régime informationnel, comment il avait dû questionner ce régime informationnel, comment il avait réussi à s'en défaire, à aller voir d'autres sources. Et du coup, on travaille ensemble sur le jeu en ce moment parce que tout son parcours est celui d'un citoyen consommateur d'informations, qui n'est pas le même que moi, journaliste, voilà, désireuse de... Et cette rencontre-là fait qu'on est en train d'essayer de produire vraiment un outil utile au plus grand nombre, et on espère pouvoir s'adresser notamment aux lycéens. Donc là, le jeu, on avait une première version qu'on a fait tester il y a un mois aux assises du journalisme, et c'est là qu'on a décidé de le simplifier un peu pour que les gens puissent s'en emparer plus simplement, juste avec un jeu de cartes comme la fresque, mais qui sera joué, qui soit joué un petit peu différemment. Et on veut faire des jolies cartes aussi, que les gens puissent les afficher, les garder. Ça, on va y réfléchir avec Natacha. Voilà. Mais l'idée est là, et du coup de sortir de là où on peut se sentir enfermé et d'arriver à ouvrir les yeux autrement. Et ça va être d'autant plus utile et important. Ouais. C'est sûr. Laurent faisait aussi, voilà, il parlait du dilemme du siècle de Bon Pote, où il y a plusieurs scénarios. Ouais. Avec Bon Pote, on en a beaucoup parlé. Hein. Thomas, je lui avais envoyé mon livre, il l'a lu. On échange souvent. Parce qu'en fait, Thomas, je l'ai interpellé un jour en lui disant, écoute, je comprends ton ras-le-bol de la presse généraliste, j'ai le même, mais arrête de taper de manière uniforme sur la profession journalistique, parce que du coup, c'est injuste. Il y a des journalistes qui font bien leur boulot et d'autres qui le font mal. Et sois plus précis quand tu tacles un média ou un propos, parce que souvent c'est les médias, et en fait, du coup, ça joue contre cette défiance qu'il y a à l'égard de la profession, où on va rejeter les médias en bloc comme si on était tous identiques. J'ai envie de dire non, c'est comme partout, il y a des cons partout, il y a des pratiques professionnelles différentes. Et voilà, et donc du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter tous les deux, et on échange assez souvent là-dessus. Et lui, il a réussi justement à creuser son sillon sur une interpellation beaucoup plus libre que peut le faire un journaliste, mais du coup à être suivi aussi par un certain nombre d'acteurs, comme les scientifiques, qui ont
trouver avec lui la possibilité de poser les choses et du coup d'interpeller différemment. C'est ça qui est assez intéressant. Mon pote aujourd'hui est en train de devenir et d'essayer de devenir un média aussi. Et donc c'est intéressant son cheminement à lui aussi. Super. Donc, Déborah demandait, possible de nous envoyer la source des multiples rapports à l'information? C'est dans c'est dans le même lien. J'ai tout réuni là-dedans. Ok, ouais. J'ai mis. On va essayer le livre alors, hein, parce que je voulais voir aussi la course d'obstacles. C'est quoi les autres biais? J'avais la même question que Laurent sur les biais de confirmation. C'est quoi les autres biais juste que tu as mis dans la course d'obstacles? Alors, il y en a plein des biais. Donc, on en a choisi quelques-uns, mais là, nous, on en a mis 6. Il y en a des centaines potentiellement. Oh là là. On a conseillé des représentations qui existent sur Internet, mais il y a une araignée qui existe. Nous, on a choisi le biais de confirmation. Donc, c'est quand on prend en compte que ce qui confirme ses propres croyances. On a pris le biais de croyance. Donc là, c'est qu'on écarte les raisonnements qui contredisent ses croyances. Donc, du coup, on est dans l'incapacité d'entendre autre chose. On a pris l'effet de halo, donc l'effet d'attribuer à quelqu'un ou quelque chose une qualité juste sur son apparence. Donc, je ne sais pas, quelqu'un qui a une jolie tête. Oui, c'est l'autorité, les stars, tout ça. Voilà, l'argument d'autorité. Le biais de cadrage, c'est le fait que seuls certains aspects de l'information sont présentés. Et ça, mon pote, pour le coup, a été un des premiers à le faire. Ça a été de relayer toutes les techniques de discours du déni climatique, par exemple. Aller voir les cartes qu'il a traduites. Moi, je les utilise beaucoup dans mes formations auprès de mes élèves en école de journalisme ou dans les rédactions, où je leur dis, voilà, on est dans un monde de désinformation aujourd'hui avec des éléments de langage dont vous devez avoir conscience, du cherry picking, on va prendre un argument sans donner la complétude de l'argumentaire, ce qui fait qu'on va arranger la réalité pour servir son propre intérêt. Et voilà, et ça, c'est autant d'outils à mettre dans sa besace qui permet de s'équiper pour comprendre les enjeux. Il y a l'illusion de corrélation, donc ça c'est quand on établit un lien entre deux faits, mais on peut faire des corrélations, enfin moi en tant qu'économiste je peux vous en faire des corrélations qui n'ont rien à voir entre la météo et je sais pas moi, multiples choses. Et après le biais de représentativité, c'est quand on juge d'après des éléments qui ne sont pas représentatifs. Mais il y en a vraiment, Déborah, on a des multitudes de biais. On en a pris quelques-uns, mais c'est large et il y en a qui sont plus répandus que d'autres. Merci pour ton partage. Je pense, comme vous l'avez soulevé aussi à travers vos questions, les autres personnes, on a besoin de se former à la navigation dans le paysage médiatique, parce qu'il y a aussi un paysage émotionnel qui va dans l'autre sens et c'est dur, quoi. Il y a une abondance de points de vue, il y a peut-être trop de choses. C'est dur. Mais, tu vois, on a fait ce petit schéma à la fin, tu dis naviguer, nous on a dit surfer. Voilà. Et on dit, voilà, en fonction de vos habitudes. En fait, moi je questionne aussi, du coup, une fois que je passe à l'acte, c'est une collection qui est très. Dans laquelle je voulais faire ce livre, parce que c'était Actes Sud où j'avais écrit le premier, mais aussi parce que c'est très cadré. Et donc, c'est vraiment, voilà, au premier temps, on réfléchit à pourquoi passer à l'acte. Ensuite, c'est se préparer pour passer à l'acte. Ensuite, c'est on se lance. Comment faire pour tenir bon dans ce changement d'habitude? Et après, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Et donc, j'essaye d'accompagner, moi, les personnes désireuses de changer en leur disant, bon, alors, ok, qu'est-ce qui ne va pas pour vous? Quels sont vos besoins d'information? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne information pour vous? Et puis après, quels sont les moyens que vous êtes prêts à déployer pour accéder à cette information? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est les deux? Quel serait votre rituel idéal? Quels seraient vos formats d'information qui vous parlent le plus? Parce qu'il y en a qui détestent la vidéo, d'autres qui adorent le podcast. Enfin, il y a voilà, d'autres vont préférer avoir du papier entre les mains pour assimiler les choses. Donc, on est tous différents par rapport à ça. Et à partir de là, quelle nouvelle routine informationnelle on peut mettre en place et tenir bon dans cette routine, ou la questionner fréquemment, parce que c'est important parfois de remettre en cause certaines sources d'informations, comme dans l'alimentation, hein, faire des petites pauses de temps en temps, des petits jeûnes, des petites détox, permet aussi de re-questionner ça.
Et puis, fort de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Donc, je parle aussi de toutes les associations dans lesquelles on peut s'engager ou tout le genre de choses qu'on peut faire pour accompagner aussi son entourage dans cette réflexion. Mais faites un test dans les jours qui viennent après notre conversation. Essayez de parler de ça avec vos proches, de faire de ce rapport à l'information un objet de conversation où on dépasse les réflexes habituels de juste dire « oh, je m'en parle pas, voilà, tous des cons ». En gros, c'est un peu ça. Mais pour essayer d'aller creuser un peu plus ce qui se passe derrière. Et vous allez voir, vous allez faire des découvertes, moi, que je trouve assez passionnantes. Mais, voilà. Tu vas faire la promo du livre dans tes conférences. Oui, n'hésite pas, hein, le livre, il est vraiment fait pour un grand public, donc tu peux le conseiller. J'ai des très bons retours dessus. Pour l'instant, il est tout petit, il se lit vite et accessoirement, voilà, il est pas cher. Et la collection est géniale. Super, ouais, c'est super pertinent donc, tout ce que tu nous as dit sur le cheminement de chacun aussi dans cette recherche de l'information. En effet, je pense qu'il y aurait de beaux débats à avoir. Avec les entreprises, je donne la parole dans le livre à une journaliste avec qui je travaille justement sur la création des médias locaux, qui, elle, s'est spécialisée dans l'accompagnement de dirigeants dans leur veille informationnelle. Et je l'ai interrogée justement pour ça, pour lui dire comment toi tu fais du coaching informationnel, parce que moi ça j'y crois beaucoup, donc moi autant j'aime bien coacher le grand public, autant elle s'adresse justement à un public professionnel et du coup elle les aide à s'équiper pour être voilà, pour être plus habile au quotidien. Et donc ces outils-là voilà, sont assez simples à mettre en œuvre et ils existent et ils sont multiples. Donc voilà. Ah super, merci Solène. Et ça, c'est un enjeu clé hein, pour demain. Économiquement, avoir accès à la bonne information, ça va être de plus en plus compliqué. Ou alors, avec l'IA, on aura peut-être des solutions, mais il faudra quand même bien vérifier à chaque fois d'où ça vient. Oui, il risque quand même d'y avoir un flux d'informations assez encore plus important. Ouais. L'IA, la troisième personne que j'interroge dans le livre, il y en a trois à qui je donne la parole, c'est Benoît Raphaël, qui a lui monté depuis 2, 3, 4 ans même maintenant. Il met en place des robots qui aident justement à y voir clair dans l'information. Et il explique que l'IA, il faut travailler avec elle, quoi. Comment est-ce qu'on peut discuter avec elle, comment est-ce qu'on... Et c'est vrai que moi j'ai plutôt un a priori, on va dire, méfiant vis-à-vis de l'intelligence artificielle. J'ai peur en fait des perspectives qu'elle peut ouvrir, mais comme chaque outil peut être dévié de tout ce qu'elle peut apporter de puissant. Donc c'est plus ça qui me met un peu en retrait. Et en même temps, j'ai pu faire des tests qui me montrent pour l'instant que l'IA sera d'autant plus puissante qu'on l'utilise avec une bonne culture générale. Donc je pense que plus on sera nous-mêmes informés, capés, dotés d'un esprit critique puissant, plus on pourra accompagner une intelligence artificielle à exécuter des tâches qui nous semblent compliquées ou sur lesquelles on n'a pas la capacité de... Voilà. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, le bon... voilà, c'est pas nous mettre forcément dans une posture de pour ou contre, c'est comment ça fonctionne et comment ce fonctionnement-là doit être accompagné parce qu'on peut en faire nous. Mais du coup, ça nous pousse à être d'autant plus vigilants. Voilà. Moi, je préfère le voir comme ça. En tout cas, pour l'instant, j'en suis là de ma réflexion. Ça peut encore changer. Je ne passe pas ma vie tester ça, mais on en a beaucoup parlé la semaine dernière justement avec mon mari et des amis et ça m'a fait un peu bouger de vision là-dessus. Donc voilà, il faut continuer à creuser ça et toujours être vigilant comme avec chaque technologie, mais ça c'est une évidence. Et d'où l'importance de former rapidement aussi et le plus de monde possible avant la montée de l'IA. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, ça reste une machine, c'est ça. Oui, je voulais juste poser la question à Anne-Sophie, de savoir si son illustration, elle pouvait être utilisée en la citant ou est-ce que c'est à titre privé? Le paysage médiatique? Oui. Il est en open source, il est en Creative Commons. Donc, l'idée, c'est d'en avoir une utilisation. L'utilisation est libre.
Oui. Au moment où elle est non commerciale. Oui, oui, bien sûr. Oui, nous citer, nous, ça nous va toujours bien. D'accord, parce qu'en fait, je vais publier sur un site qui s'appelle galilée.sp, donc Galilée Service Public. On est en train de faire tout un travail justement sur l'éducation aux médias et tout ce qui va autour. Et j'ai fait un premier article et je me disais que ça aurait été pas mal pour l'illustrer en citant ton site, bien sûr. Bien sûr, tu n'hésites pas et surtout, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter disponible sur le site. Parce que dès que la nouvelle carte et le jeu, tout ça sortent, je ferai une petite news. Et puis, on aura besoin de relais pour la campagne qu'on va lancer. Ah bah super, ok. On pourra la relayer justement sur Galilée. Alors, ok, ça marche. Bien. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour terminer? Sinon, on peut peut-être conclure sur ces dernières paroles. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup à toi pour toute ta présentation. C'était vraiment très intéressant. Je pense que ça va toutes et tous nous servir pour la suite et puis pour argumenter aussi dans nos familles. Donc merci beaucoup. Il y a du boulot. Hein. Et tenez-moi au courant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous et à toutes.